Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, un nouveau format dédié aux grands personnages de l'histoire du monde et les différentes idées reçues qu'on peut avoir sur ces derniers. On va aujourd'hui traiter le cas d'un des plus grands héros de l'histoire de France, le Français le plus connu au monde probablement, Napoléon Bonaparte. On va essayer de voir quelques idées reçues, quelques questions qu'on peut se poser, ou des visions qui peuvent être assez récurrentes et qui parfois sont fausses ou à nuancer. Première question, on va commencer sur quelque chose d'assez simple. Napoléon était-il petit? Alors, il faisait 1m69 environ. Donc, c'est pas très grand, c'est pas non plus très petit, c'est dans la moyenne de l'époque. Voilà, c'est dans la moyenne de l'époque, c'est même un peu au-dessus. Alors pourquoi on a cette image d'un Napoléon petit? Pour deux raisons principales. La première, c'est que Napoléon était entouré de la garde impériale, et pour entrer dans la garde impériale, il fallait obligatoirement être très grand, donc en comparaison, lui il était plus petit. Et la deuxième raison, c'est la propagande anglaise, britannique, qui a dessiné un Napoléon très petit, et c'est resté encore aujourd'hui chez beaucoup de gens. Deuxième question, est-ce que Napoléon était un dictateur? Alors, question assez complexe, car si on répond dans le sens littéral, c'est-à-dire une personne qui concentre la quasi-entièreté des pouvoirs entre ses mains, oui, ça peut coller avec le personnage de Napoléon. Mais si on prend le sens beaucoup plus moderne, l'image qu'on peut avoir d'un dictateur, c'est-à-dire Mussolini, Hitler, Staline, là ça colle beaucoup moins. Il faut savoir que la France, sous la période napoléonienne et le consulat, c'est un État qui n'est pas du tout autoritaire par rapport à ses voisins. Il faut même savoir que la France est l'un des seuls pays au monde à ce moment-là à faire des plébiscites. Napoléon a fait un plébiscite, c'est-à-dire il a demandé l'avis aux Français pour le coup d'État de 1799, lorsqu'il est devenu empereur, etc., etc. Donc oui, Napoléon n'était pas un démocrate, mais c'était un homme de son temps, qui n'était pas plus autoritaire que ses voisins. Napoléon a-t-il fait un coup d'État? Alors oui, il a fait un coup d'État. En 1799, c'est le coup d'État du 18 Brumaire, mais il fait ce coup d'État pour une raison très simple, ça n'est pas du tout abattre la République, comme certains peuvent l'avancer, mais c'est pour la sauver. En fait, à ce moment-là, l'État français est dans un état tellement pitoyable, on est en guerre contre quasiment toute l'Europe, les finances c'est catastrophique, il y a une instabilité politique majeure, on est encore sous la Révolution, c'est très compliqué. Il y a une demande de stabilité, et il y a un risque très fort, et quasi inéluctable si rien ne se passe, d'un coup d'État des royalistes. Si Napoléon n'avait pas fait ce coup d'État, les royalistes seraient certainement arrivés au pouvoir dans les mois ou les années qui suivent cette année de 1799. Donc Napoléon, il a fait ce coup d'État sous conseil de nombreux politiciens et militaires. Il a saisi cette occasion pour changer la République, la moderniser, la stabiliser et la sauver face à des coups d'État royalistes futurs, tout en s'accaparant le pouvoir, étant donné qu'il était la personne probablement la plus connue et la plus appréciée du pays. Il était l'une des personnalités fortes de la République française, et donc il a saisi cette occasion, non pas pour abattre la République, mais pour la sauver. Et je précise une chose, il va faire un plébiscite juste après pour approuver cette nouvelle constitution, et donc les Français vont aller voter. Alors on n'est pas encore sur un référendum où les hommes, les femmes, tout le monde peut voter, mais on a quand même des millions de Français qui vont aller voter, oui ou non, ça va être largement approuvé, et même lorsqu'il deviendra empereur. Il fera également un plébiscite, et les Français seront largement favorables à ça. Donc oui, c'est un coup d'État, mais c'est un coup d'État non pas pour abattre la République, non pas pour abattre un système qui marchait bien, mais justement pour sauver les acquis de la Révolution, sauver la République et tous ces grands principes, parce que s'il ne l'avait pas fait, c'est très simple, les royalistes seraient retournés au pouvoir. D'ailleurs, je précise, mais que ça soit sous le consulat ou même sous l'Empire,
on est techniquement encore sous la République. Par exemple, lorsqu'en 1804, Napoléon devient empereur, c'est stipulé dans la Constitution que la gestion de la République est confiée à un empereur, Napoléon Bonaparte. Mais on reste dans un système républicain et où toutes les valeurs, les grands principes de la Révolution sont mis à plat de manière concrète et vont d'ailleurs être propagés dans toute l'Europe. Donc Napoléon, c'est très loin d'être une personne anti-républicaine, c'est au contraire celui qui a réellement mis en pratique les idées parfois floues de la Révolution, et bien c'est lui qui les a mis en pratique et qui les a diffusées à travers le monde. Napoléon a-t-il rétabli l'esclavage et était-il esclavagiste? Alors, oui, il a rétabli l'esclavage en 1802. Mais comme beaucoup de choses, il faut un contexte historique. Pourquoi il fait ça? On peut se poser la question. Il rétablit l'esclavage pour une raison principale, c'est la paix. En fait, Napoléon, durant toute sa vie, a avoué, il y a de nombreux écrits qui témoignent de cela, qu'il n'était pas esclavagiste, qu'il n'était pas favorable à cette pratique, et ça, on a des écrits avant 1802 et après. Napoléon n'a jamais été fan de cette pratique. Alors, je ne dis pas que c'était une personne à fond contre l'esclavage, mais c'est pas une personne qui était favorable de base. Pourquoi il a rétabli l'esclavage en 1802 ? Tout simplement parce qu'une paix était en train d'être négociée avec les Anglais, ça faisait déjà de nombreuses années qu'on était en guerre contre toute l'Europe, et afin de ménager les Anglais, qui eux continuaient cette pratique sur leurs îles dans les Antilles, eh bien Napoléon s'est dit, bon bah, on va le rétablir dans nos quelques colonies où ça a été aboli, pour essayer de préserver cette paix. Bon, ça n'a pas marché, mais c'était dans ce but-là, et à aucun moment dans un but idéologique, comme certains peuvent le penser. Et Napoléon le regrettera d'ailleurs, hein, c'est dans ses écrits à la fin de sa vie. On peut aussi notifier qu'en 1815, c'est Napoléon qui abolit la traite négrière, c'est-à-dire l'importation d'esclaves depuis l'Afrique. Je précise aussi que à ce moment-là, le monde entier pratique encore ça, hein, c'est quelque chose de quasiment normal. La France était la première à l'avoir aboli sous la Révolution française, aboli en partie, hein, c'était pas totalement appliqué partout. En tout cas, bien que ça ne l'excuse pas sur cet acte, il faut mettre un contexte historique et bien comprendre que Napoléon n'était pas un esclavagiste, loin de là, que c'était une personne qui cherchait la paix et que s'il n'y avait peut-être pas eu ce conflit, s'il n'y avait pas eu ces guerres avec l'Angleterre, il n'aurait probablement pas rétabli l'esclavage. Napoléon est-il le grand responsable des morts qu'il y a eu durant les guerres napoléoniennes? Sûrement l'une des plus grandes idées reçues qu'on a sur Napoléon, c'est qu'il est le responsable de ces morts. Bien sûr, le conquérant, bah, voilà, c'est lui qui a cette lourde responsabilité des morts qu'il y a eu durant cette période. Bon, c'est grandement faux. Je vais m'expliquer. Je ne suis pas en train de vous dire que Napoléon n'a aucune responsabilité sur les morts qu'il y a eu à cette période, mais la plupart des guerres qui ont été menées entre 1792 et 1815, ça n'est pas la France qui les a déclarées. En fait, l'immense majorité des conflits qu'il y a eu à cette période contre la France, eh bien, ce sont des coalitions militaires qui se sont formées, orchestrées principalement par l'Angleterre, pour faire tomber la France, et qui ont déclaré la guerre à la France, qui ont mené guerre sur guerre, conflit sur conflit, pour faire tomber la République, puis l'Empire. Napoléon n'a déclaré la guerre officiellement que 2 fois, alors voilà, ça reste discutable, mais Napoléon n'est pas un conquérant responsable de l'entièreté des morts qu'il y a eu. Aujourd'hui, les morts qu'il y a eu durant la période napoléonienne est beaucoup plus de la responsabilité des coalitions et des Anglais qui ont voulu soutenir les multiples guerres contre la France, plutôt que de la responsabilité de Napoléon. La preuve en est, après la Révolution française, lorsque Napoléon est arrivé au pouvoir, et qu'il a rétabli l'esclavage pour ménager les Anglais, et négocier enfin la paix en Europe, eh bien, on signe la paix d'Amiens en 1803, mais elle ne dure que quelques mois, parce que les Anglais veulent continuer les combats. Ils n'acceptent pas cette présence française, cette puissance française. Donc, Napoléon a, durant toute sa vie, tenté de défendre la paix, et il n'a fait que gagner brillamment les guerres qu'on lui a déclarées. Donc, Napoléon n'est pas
le grand responsable des morts qu'il y a eu. Au passage, on n'est pas à 3 ou 4 millions de morts comme l'avancent certains, mais plutôt aux alentours de 800 000 morts selon les historiens qui ont vraiment travaillé le sujet. Voilà, alors ça reste terrible, hein, mais on est très loin des deux guerres mondiales que nous avons pu vivre au XXe siècle. Peut-on comparer Napoléon et Hitler ? Absolument pas, et je vais vous expliquer pourquoi. Tout d'abord, on a un contexte géopolitique, historique radicalement opposé, un siècle bien différent, des pays et des visions différents. Il faut bien comprendre que le Troisième Reich, c'est une dictature au milieu de démocratie, alors que le Premier Empire, c'est presque une démocratie au milieu de dictature. Ça, c'est déjà une différence majeure. Alors, le Premier Empire n'était pas une démocratie au sens propre, hein, soyons clairs, mais comparé aux autres pays, il y avait beaucoup plus d'avancées en France qu'en Autriche, qu'en Russie. À part quelques rares exceptions, la France était un État qui avait mis en place pas mal d'avancées. Napoléon a préservé de nombreux acquis de la Révolution, il a modernisé l'État et il a apporté le Code civil qui donne des droits de manière très claire aux gens, aux citoyens, ce qui n'était pas le cas dans la plupart des pays du monde. Donc c'est quand même une avancée très très importante pour la France. Il y a aussi des plébiscites, comme je vous l'ai dit, pas comme sur des référendums, mais c'est déjà ça. Donc oui, le Premier Empire n'est pas une démocratie au sens propre comme on l'entend aujourd'hui, mais c'est un État beaucoup plus démocratique que la plupart des États du monde à cette période-là. L'idéal de la démocratie moderne, il a été partagé indirectement par Napoléon. Donc là, on a quand même quelque chose d'assez différent, parce que Hitler était à la tête de la dictature la plus ferme au monde, dans une société où la démocratie était tout de même déjà bien implantée. On a d'autres différences. Napoléon a permis la liberté de culte pour beaucoup de gens, notamment les juifs avec le Concordat, alors que Hitler, lui, n'avait aucun scrupule pour massacrer toutes les minorités qui passaient. On a aussi des différences sur le plan militaire. Napoléon, durant la quasi-totalité de sa vie, comme je vous l'ai évoqué avant, cherchait la paix. Il a demandé la paix aux Anglais à de multiples reprises, il voulait la paix en Europe, il a toujours demandé la paix. C'est parce qu'on lui a refusé qu'il a été contraint de faire la guerre. Alors que Hitler, c'est bien différent. Lui, il a une posture offensive face à des États qui ne demandaient que la paix, et qui ont fait de nombreuses concessions pour préserver la paix. Hitler, c'était une personne qui n'avait aucun scrupule d'envahir, de détruire ses voisins. Hitler restera dans l'histoire comme un monstre qui a provoqué la mort de 60 millions de personnes volontairement, de sa propre volonté, et énormément de civils, des enfants, des personnes qui n'avaient rien demandé. Alors que Napoléon, c'est une personne, un héros qui a tout fait pour défendre la France, les vies civiles, et qui a permis de faire partager les idéaux de la Révolution, les idéaux de la République à travers le monde. Alors, oui, ce sont des contextes différents, des contextes complexes, mais on ne peut absolument pas mettre sur le même plan ces deux personnages. Et je profite d'un dernier tacle au passage. Contrairement à Hitler, Napoléon, c'est un militaire compétent qui a réussi l'exploit de devenir le plus grand général militaire de l'histoire de l'humanité, avec le plus de batailles gagnées de toute l'histoire confondue. Alors que Hitler, c'est un politicien ambitieux, c'est vrai, mais qui n'était pas du tout un bon militaire, et c'est aussi ce qui a provoqué en partie sa chute. Alors qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça ? Tout d'abord, je pense que c'est important de comprendre le contexte. Vous l'avez vu avec ces différentes questions, j'ai souvent évoqué le contexte, parce que c'est ça qu'il faut comprendre. Aujourd'hui, si on regarde un personnage historique avec nos yeux d'aujourd'hui, avec notre contexte actuel, alors on pourrait bannir tellement de gens. Donné. Je pense qu'il faut comprendre un contexte qui est parfois très compliqué, comme le cas de Napoléon, que ce soit la question de l'esclavage ou autre, qui a été très évoqué à un moment. Aujourd'hui, pour comprendre que ce soit les guerres, que ce soit les périodes, que ce soit les personnages, il faut se mettre dans le contexte de l'époque, car non, Napoléon n'était pas un tyran sanguinaire esclavagiste, c'était un ambitieux Corse qui a réussi à gravir les échelons de manière exceptionnelle, qui a réussi à faire partager les idéaux de la Révolution, qui a travaillé comme un malade pendant 15 à 20 ans pour transformer la France et l'Europe de manière considérable. Et aujourd'hui, l'ironie du sort,
c'est que la plupart des États européens sont encore influencés par le système napoléonien, notamment le système du Code civil. La plupart des constitutions se sont inspirées du texte de l'empereur, et d'une certaine manière, il aura une influence considérable sur la création des démocraties modernes. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, ça m'a fait vraiment plaisir de la faire. J'ai regardé en fait le film de Ridley Scott sur Napoléon, et en fait ça m'est venu, je me suis dit, il faut répondre à quelques idées reçues qui sont parfois véhiculées par ce film et encore des fois dans la pop culture. Ça me tenait à cœur de faire cette vidéo. Si vous voulez un peu plus approfondir le sujet, je peux vous conseiller quelques livres, que ce soit les livres de Thierry Lenz qui sont très très bons, mais aussi d'autres, hein, je peux vous en mettre quelques-uns en description afin de faire peut-être vos propres recherches, hein, si vous voulez approfondir. Aujourd'hui, je pense que vous voyez que Napoléon, c'est une personnalité qui m'intéresse beaucoup. C'est probablement la personnalité historique que j'étudie le plus, qui me passionne le plus, parce que c'est tout simplement une épopée incroyable. Enfin voilà, si on s'y intéresse un peu, on voit que c'est quand même une histoire de malade. En tout cas, on se retrouve rapidement pour de nouvelles vidéos, que ça soit sur un personnage historique, voilà, dans le même concept avec des idées reçues, ou pour d'autres concepts, des courts-métrages, voilà, on verra bien. En tout cas, je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année, et on se dit à l'année prochaine. Allez, ciao!